Je ne veux pas voir des migrants se faire juste taper sur la main parce qu'ils ont violé des femmes. Ça, c'est pas une généralité, c'est souvent des fake news, vous le savez. Dans beaucoup de cas, c'est vrai, mais le gouvernement nous cache la réalité. What does remigration mean? It means send them back to their countries of origin, wherever they... We have to pay for these people, and we're fed up of paying for these people that come here and they get everything for free. They get healthcare for free, dental care for free, free phones, phone contracts, contact lenses, glasses, absolutely everything. C'était leur opposition à la construction de camps de migrants. Les sites actuels sont surpeuplés, une situation choquante. On dit qu'ils volent nos emplois, qu'ils envahissent nos villes, qu'ils ruinent nos finances et qu'ils sont responsables de l'insécurité. Mais derrière ces slogans, que reste-t-il ? En 2024, plus d'1 million de personnes ont demandé l'asile en Europe. Ce chiffre peut sembler énorme, mais il reste inférieur au pic de 2015 pendant la crise syrienne. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Et surtout, pourquoi viennent-ils chez nous ? Les pays les plus concernés restent les mêmes, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la France et l'Allemagne. Les points d'entrée sont connus, Lampedusa en Italie, les îles Canaries en Espagne, les îles Égéennes en Grèce. Mais attention, une arrivée en Italie ou en Grèce ne signifie pas forcément une installation définitive. Beaucoup de migrants transitent, certains rejoignent leur famille ailleurs, d'autres retournent même dans leur pays après un refus d'asile. Alors, quels sont les vrais problèmes documentés ? Premièrement, les pressions locales, logements, écoles, hôpitaux saturés. Deuxièmement, les lenteurs administratives, des procédures d'asile qui durent parfois des années. Troisièmement, l'intégration économique, chômage initial élevé, diplômes non reconnus, emploi précaire, mais surtout la dangerosité des traversées. Derrière chaque embarcation en Méditerranée, il y a un réseau de passeurs qui exploitent la détresse humaine. Chaque rapporte au moins 100 000 € aux trafiquants. Dans un rapport sorti début 2024, l'ONG publie la photo d'une luxueuse villa au Kurdistan irakien, propriété d'un passeur. Il possède aussi un garage automobile sur lequel trônent les drapeaux du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Un trafic lucratif de migrants qui suscite des vocations. En Bulgarie, j'ai ma maison. Pas très grande, mais c'est ma maison. Ici, il faut que je paye un loyer à quelqu'un. Je préférerais rester chez moi, honnêtement, avec mes enfants et ma famille. Mais je ne peux pas y gagner de l'argent, c'est ça le problème. Donc je dois partir, là où il y a de l'argent. On entend souvent dire « ils volent nos emplois ». Faux. Des métiers où c'est principalement des immigrés qui occupent ces postes-là. Et c'est pour ça que je vous dis, qui est affecté par l'arrivée de nouveaux immigrés ? Ce sont les immigrés déjà présents sur le marché du travail. Dans certains secteurs, comme la santé ou le bâtiment, les migrants sont même indispensables. On dit aussi « ils ruinent les finances publiques ». Encore faux. Les immigrés ne coûtent pas plus cher aux finances publiques qu'ils ne leur rapportent. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, la différence entre l'argent qu'ils versent en impôts et cotisations sociales et celui qu'ils reçoivent en prestations sociales représentait en 2009 un solde positif dans la plupart des pays de l'OCDE. Cet impact fiscal, équivalent à 0,3% du PIB, représente une part de l'économie relativement marginale. L'impact est toutefois légèrement négatif pour les pays d'immigration ancienne, comme la France et l'Allemagne, dont les travailleurs immigrés d'hier sont aujourd'hui à la retraite et de ce fait consommateurs nets de ressources publiques. À cela s'ajoute l'effet de la crise et du chômage qui a réduit de 20% la contribution fiscale des actifs étrangers. Mais c'est aussi le cas pour les travailleurs nationaux. Troisième idée reçue, immigration égale criminalité.
Là encore, les données démentent. Les taux de criminalité ne sont pas systématiquement plus élevés chez les migrants. Enfin, certains parlent d'une invasion organisée. Un plan pour remplacer les populations. La réalité est bien plus simple. Les flux migratoires ne suivent dans les guerres, les crises économiques et l'opportunisme des passeurs. Rien de plus. Il y a quelque chose qui est très clair, c'est que ce rassemblement divise, puisque de l'autre côté du cordon de policiers, au bout de la rue, ici derrière moi, il y a une contre-manifestation qui appelle à lutter contre l'intolérance, lutter contre le racisme, qui est emmenée avec un porte-parole qui n'est autre que la première députée première députée noire élue au Royaume-Uni, Diana Abbott, qui a harangué la foule tout à l'heure. Mais de ce côté, ici, c'est bien entendu la foule de Tommy Robinson, c'est la droite dure. Si ces personnes quittent tout, ce n'est pas par caprice. En Syrie, 12 ans de guerre ont déplacé plus de 6,8 millions de réfugiés. En Afghanistan, le retour brutal des talibans en 2021 a poussé des milliers de familles à fuir. Au Venezuela, l'effondrement économique et les pénuries ont provoqué l'exode de 7,7 millions de personnes depuis 2015. Mais voici une question dérangeante. Ces crises sont-elles uniquement le fruit de régimes autoritaires ou de conflits internes ? La Syrie fut un mandat français après la Première Guerre mondiale. Les frontières actuelles ont été tracées à la règle, sans tenir compte des communautés. Ajoutez à cela des décennies d'ingérences étrangères et d'exportation d'armes. Résultat, une instabilité chronique et une guerre qui dure depuis 2011. En Afghanistan, dans les années 80, les États-Unis et leurs alliés, dont l'Europe, financent les Moudjahidines contre l'URSS. De ce chaos naîtront les talibans et Al-Qaïda. Après 2001, l'OTAN occupe le pays pendant 20 ans avant de se retirer dans la confusion. Aujourd'hui, les Afghans vivent dans une pauvreté extrême, héritage direct de ces ingérences. Le Venezuela, ancienne colonie espagnole, pillé pendant des siècles, le Venezuela est resté dépendant du pétrole. Les sanctions occidentales récentes, censées affaiblir le régime, ont en réalité plongé la population dans la misère. Venezuela et annoncé des mesures de réciprocité. Lundi, le président Nicolás Maduro a donné 72 heures à la chef de la délégation de l'UE, Isabel Briante Pedrosa, pour quitter le pays. Une réaction aux sanctions adoptées le même jour par l'Union européenne. Qui sont-ils pour sanctionner? Qui sont-ils pour essayer de l'emporter par des menaces? Qui sont-ils? C'en est assez. L'UE a placé 11 nouveaux responsables vénézuéliens sur sa liste noire qui en compte 36 au total depuis les premières sanctions en 2017. Parmi eux, Luis Parra, qui a tenté de se substituer en mai à Juan Guaidó à la présidence du Parlement. Regardez autour de vous. Chaque objet du quotidien, votre téléphone, vos vêtements, même l'électricité qui éclaire votre maison, porte l'empreinte d'une histoire invisible. Car notre confort en Europe n'est pas seulement le fruit de notre travail ou de nos innovations, et s'est bâti sur des siècles d'inégalités. La colonisation a permis l'accumulation massive de richesses au nord, en vidant le sud de ses ressources et en exploitant ses populations. Aujourd'hui, ce système n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. Le cobalt extrait dans des mines congolaises par des enfants alimente nos batteries. Le cobalt est devenu indispensable. En France, chacun des 65 millions de téléphones portables contient entre 5 et 10 grammes de cobalt. Il en faut 10 kilos dans une batterie de voiture électrique et 70% de ce cobalt vient d'un seul pays, la République démocratique du Congo, un pays dans lequel les conditions d'extraction sont parfois inhumaines, où les mineurs risquent leur vie. Le textile cousu au Bangladesh pour quelques centimes se vend en Europe à prix fort. D'où viennent les t-shirts, les vestes, les chemises, les pantalons bon marché que les consommateurs occidentaux achètent par containers entiers? Dans quelles conditions sont-ils fabriqués? Je vous emmène au Bangladesh, deuxième pays exportateur de vêtements au monde. En 2013, l'effondrement d'une usine textile dans la capitale Dhaka avait fait plus de 1100 morts, dont de très nombreux enfants qui travaillaient dans ces ateliers. Le café, le cacao, le pétrole, l'or, tout circule vers nous, pendant que les pays producteurs restent prisonniers de dettes, de crises et d'une dépendance organisée. Les institutions financières internationales, les accords commerciaux inéquitables et l'externalisation des coûts écologiques maintiennent cette asymétrie.
Nous vivons dans l'abondance parce que d'autres vivent dans la privation. Alors, quand des familles frappent aux portes de l'Europe, fuyant la guerre, la misère ou l'effondrement de leur pays, pouvons-nous vraiment dire « nous n'avons aucune responsabilité » ? Ce n'est pas le nombre d'arrivées qui crée la crise en Europe, c'est notre incapacité à gérer ces arrivées. Pas de répartition équitable entre pays européens, procédures d'asile interminables, discours politiques et médiatiques qui transforment quelques milliers d'arrivées en menaces civilisationnelles. La peur est devenue un outil politique, et c'est elle, plus que l'immigration elle-même, qui fracture l'Europe.